Certaines vagues sont si puissantes qu'elles parviennent à briser la roche. Les vagues recèlent une incroyable quantité d'énergie. Hautes de plusieurs dizaines de mètres, ou légers clapotis à la surface de l'eau, elles transforment la face des océans. D'une puissance parfois inimaginable, les vagues restent à bien des égards un phénomène encore mystérieux. Le débarquement réussi de 160 000 soldats alliés sur les côtes normandes en 1944, au cours de la Seconde Guerre mondiale, est l'une des plus vastes opérations militaires de tous les temps. Mais jamais cette opération n'aurait pu être menée à bien sans un important travail de recherche préalable sur les vagues des océans. Nous sommes à l'Institut océanographique Scripps de San Diego, en Californie. C'est dans cet institut que plusieurs océanographes et météorologistes furent amenés à travailler ensemble au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour que le débarquement se déroule dans les meilleures conditions, il fallait prévoir avec précision la hauteur des vagues qui déferleraient sur les côtes normandes le jour J. Ce sont les scientifiques de l'Institut océanographique Scripps, dont Walter Munk, que l'armée chargea de ce délicat travail de précision. C'était fabuleux. Personne, à mon avis, n'avait encore fait de recherche dans ce domaine. C'était tout nouveau. Nous n'avons eu que très peu de temps pour résoudre le problème, mais nous y sommes parvenus. On savait déjà que le vent était le principal facteur de formation des vagues. Mais en étudiant les vagues de plus près, on s'aperçut bientôt qu'elles constituaient un phénomène bien plus complexe qu'on ne le supposait, et que ce n'était pas la force du vent, par exemple, qui déterminait la hauteur des vagues. Le docteur Munk et ses collègues entreprirent donc d'étudier un grand nombre de données pour déterminer la hauteur des vagues. Ce travail déboucha sur l'élaboration d'une formule mathématique. Grâce à cette méthode, on était désormais capable de calculer la hauteur d'une vague en connaissant la vitesse du vent, sa durée et la zone où il soufflait. Au départ, le jour J était prévu le 5 juin 1944. Mais les météorologues annoncèrent une violente perturbation atmosphérique qui risquait de compromettre le débarquement. Si l'on en croyait la formule mise au point par l'équipe du Dr Munk, la hauteur des vagues le 6 juin serait comprise entre 90 cm et 1,20 m. Le débarquement restait délicat, mais pas entièrement impossible. Au matin du 6 juin 1944, les forces alliées débarquèrent donc sur les plages de Normandie. La hauteur des vagues qui déferlaient sur les côtes normandes ce jour-là était bien de 1,20 m, comme l'avaient prévu les météorologues. Le général Eisenhower, qui commandait l'opération, aurait d'ailleurs dit « Les Alliés ont été les plus forts, probablement parce qu'ils avaient de meilleurs météorologues. » Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, nous sommes désormais capables de prévoir la hauteur des vagues en n'importe quel point du globe. Voici un exemple de prévision obtenu à l'aide d'ordinateurs extrêmement puissants. Les vagues sont colorées selon un code de couleurs qui permet de voir d'un seul coup d'œil les zones de gros temps. Pourtant, malgré les technologies dont nous disposons, il arrive que d'immenses vagues surviennent soudainement sans qu'on puisse les prévoir. Dans les années 70 et 80, un nombre impressionnant de catastrophes maritimes ont causé la disparition de nombreux navires de fort tonnage. Décembre 1980.
l'Onomichimaru, un immense cargo de 220 mètres de long, fait naufrage. Une catastrophe pour le moins inhabituelle. La proue du bâtiment d'un tonnage brut de 34 000 tonnes est littéralement arrachée du reste du navire. Par chance, on parvient à sauver tous les membres de l'équipage de l'Onomichimaru. D'après leurs témoignages, des vagues telles qu'ils n'en avaient encore jamais vues s'élevèrent brusquement à l'avant du navire. Soulevé par une vague géante de 14 mètres de haut, le cargo vint s'écraser à la surface de l'eau avec une force inouïe. Le choc fut d'une telle violence qu'il arracha la proue du navire. Mais comment une vague aussi impressionnante a-t-elle pu se former et surgir ainsi de nulle part? Voici une photo prise par le satellite météorologique Himawari le jour où le bateau fit naufrage. Un vent d'ouest soufflait depuis le continent, créant d'immenses vagues vers lesquelles le navire faisait route. Dans le même temps, un vent puissant venant du nord-ouest créait de gigantesques vagues qui se dirigeaient elles aussi droit sur l'Onomichimaru. En fait, celui-ci se trouvait précisément là où les vagues venues de l'ouest et celles venues du nord-ouest n'allaient pas tarder à se rencontrer. Alors, que s'est-il réellement passé? Nous avons recréé en laboratoire les conditions observées le jour du naufrage. L'expérience consiste à envoyer des vagues depuis deux points opposés du bassin pour voir ce qui se passe à leur point de rencontre. Au centre, les vagues venues de la gauche se rapprochent de celles venues de la droite. Soudain, une vague géante en forme de pyramide apparaît. Réexaminons la scène. À l'endroit précis où les deux crêtes se rencontrent, apparaît une troisième vague de la hauteur des deux vagues ajoutées l'une à l'autre. Même si ce phénomène est extrêmement rare, il n'est pas sans précédent. Et les vagues qui surgissent dans pareil cas sont capables de détruire des cargos de fort tonnage. Mais il existe d'autres vagues extrêmement dangereuses et d'une toute autre nature. Les îles hawaïennes au milieu du Pacifique. D'immenses vagues déferlent perpétuellement sur ces côtes. Comment expliquer la présence de vagues aussi hautes quand il n'y a pas de tempête à l'horizon? D'où peuvent-elles bien provenir? C'est la question qui intéressa le Dr Munk, premier scientifique à mettre au point la formule permettant de prévoir la hauteur des vagues. Ça m'est venu ici en regardant par la fenêtre en été. C'est en voyant déferler les vagues sur la grève que je me suis demandé d'où elles pouvaient bien venir. Au cours de l'été 1963, le Dr Munk et ses collègues entreprennent d'étudier les vagues qui traversent l'océan Pacifique. L'étude des vagues n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Pour pouvoir mesurer avec précision les vagues en plein milieu du Pacifique, on utilise un bateau hydrographique. Une partie du navire se laisse submerger, l'autre partie reste au-dessus de la surface. Les informations recueillies dans la partie immergée permettent d'analyser les vagues sans subir l'influence de l'effet de surface des eaux. En 6 points du Pacifique, on mesura pendant 2 mois et demi la hauteur et la direction des vagues.
Cette étude permit de découvrir que les immenses vagues qui déferlaient sur les côtes hawaïennes venaient en fait de l'Antarctique. En effet, les vagues qui se forment en Antarctique arrivent sur Hawaï 7 jours plus tard, après avoir parcouru 8000 km. Puis elles continuent leur route vers le nord jusqu'en Californie et en Alaska, qu'elles atteignent 5 jours plus tard. De juin à septembre, pendant les mois d'hiver de l'hémisphère sud, l'Antarctique est le théâtre de violentes tempêtes qui donnent naissance à des vagues d'une puissance colossale. Mais comment expliquer que ces vagues parcourent des milliers de kilomètres et remontent jusqu'à Hawaï? Pour le comprendre, nous avons mené cette expérience. Nous avons propulsé de l'air à la surface de l'eau contenue dans ce bassin. En absorbant l'énergie du vent, les vagues se développent progressivement. Et même quand le vent cesse de souffler, les vagues continuent de se propager grâce à leur propre énergie. Quand le vent tombe, la longueur des vagues augmente. C'est ce que l'on appelle une lame. Une fois formée, une lame continue de se propager sans fin. Plus la vague est longue, plus elle a de chances de conserver son énergie et de parcourir de longues distances. Ce sont donc les tempêtes de l'Antarctique qui sont à l'origine des immenses lames qui déferlent sur les côtes hawaïennes en été. Il y a toujours une tempête qui fait rage quelque part, et c'est pour ça qu'il y a toujours des vagues. Évidemment, elles sont plus hautes certains jours que d'autres. Si vous êtes à proximité d'un petit lac et que le vent ne souffle pas pendant des jours, vous remarquerez qu'il n'y a pratiquement aucune vague à la surface de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui ne se produit jamais à la surface des océans. Les vagues, qui se forment au milieu des océans, finissent par libérer leur énergie en se brisant sur les côtes. Les îles britanniques, situées entre l'océan Atlantique et la mer du Nord. Les vagues qui déferlent ici sont d'une telle puissance qu'elles ont sculpté et transformé le littoral britannique. Nous voici à Hillsborough, sur les bords de la mer du Nord, à 200 km au nord-est de Londres. Quand la mer se déchaîne, les vagues éclaboussent les fenêtres des maisons de cette petite ville bien tranquille. Tant et si bien qu'Hillsborough est menacé par l'érosion marine. Il y a quelques années encore, se dressait une falaise à la place de la digue que nous voyons ici. Les autorités tentèrent bien d'enrayer l'érosion de la roche en construisant une digue, mais rien n'y fit. Sous l'action des vagues, le bord de la falaise arrivait déjà à la porte de certaines maisons d'Hillsborough. Et puis un jour, un incident transforma le paysage de cette petite ville côtière de manière radicale. Partiellement détruite par une tempête, la digue laissa passer les vagues qui, à leur tour, arrachèrent un morceau de la falaise. Un terrain de 100 mètres de long sur 20 mètres de large se détacha, entraînant dans sa chute 9 maisons et une partie de la route. C'est ainsi que M. et Mme Scott se retrouvèrent sans domicile. Les Scott avaient quitté Londres plus d'une dizaine d'années auparavant pour s'installer à Hillsborough et réaliser leur rêve, acheter une maison avec vue sur la mer. Lorsqu'ils emménagèrent, le bord de la falaise était à une dizaine de mètres de la maison. Sous leurs fenêtres s'étendait un grand jardin qui donnait directement sur la mer. Mais quelques jours seulement après la destruction de la digue, le jardin s'effondra et fut emporté par les vagues. L'érosion gagna bientôt les fondations du pavillon, obligeant les Scott à abandonner la maison de leurs rêves. Il est arrivé plusieurs fois que les vagues aillent jusqu'à recouvrir le toit de la maison. On aurait dit une pluie battante ou même de la grêle.
tout se mettait à vibrer et à faire un bruit de tous les diables. J'ai compris que la mer était devenue notre ennemie et qu'il fallait la traiter avec le plus grand respect. En Grande-Bretagne, l'érosion marine serait à l'origine de la disparition d'une trentaine d'hectares, soit l'équivalent d'environ 50 terrains de football par an. Un phénomène de plus en plus inquiétant pour ce pays à forte densité de population. L'impact d'une vague de 7 mètres de haut qui se brise sur une côte est de 30 tonnes par mètre carré. Cela représente une force équivalente à celle d'une voiture s'écrasant contre un mur de béton à 50 km/h. Ces vagues et leur immense puissance destructrice traversent les océans dans toutes les directions. On pourrait les comparer à un gigantesque transmetteur d'énergie qui fonctionnerait à l'échelle de la planète. Pourtant, certaines vagues ont une force bien supérieure encore. Ce sont les tsunamis. Le tsunami n'est pas engendré par les vents, mais par une éruption volcanique ou par un séisme. Quand un tremblement de terre se produit, le sous-sol marin est totalement désorganisé et la topographie des fonds océaniques change. Cette modification topographique a une incidence immédiate sur les eaux de surface et peut créer un tsunami. Un tsunami mesure en général plusieurs mètres de haut. En cela, il ne diffère guère de certaines vagues formées par les vents. Mais du point de vue de sa longueur, le tsunami n'a rien à voir avec une simple vague. Il peut mesurer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres. En longueur, un tsunami équivaut à 1 millier de vagues. En d'autres termes, il est 1000 fois plus puissant qu'une vague. On vient seulement de découvrir l'ampleur des dégâts causés par un tsunami qui eut lieu à l'aube de la préhistoire. C'était il y a environ 65 millions d'années. Les grands animaux qui depuis longtemps régnaient en maître à la surface de la Terre disparurent brusquement. Un météore géant qui heurta la Terre de plein fouet serait à l'origine de cette brusque disparition. On a récemment découvert l'existence d'une étrange couche sédimentaire à Cuba, près de la Havane. Ces sédiments furent étudiés conjointement par des scientifiques japonais et cubains. Cet escarpement rocheux est en fait une épaisse couche de sédiments qui s'est déposée au fond de l'océan. Des analyses ont montré qu'il s'est formé il y a 65 millions d'années, à l'époque même où le météore géant heurta la Terre. D'ordinaire, les formations sédimentaires se déposent au fond des mers par couches successives. Or, il n'y a ici aucune trace de stratification. Les scientifiques sont donc parvenus à la conclusion que cette couche, d'une épaisseur de 150 mètres, s'était déposée au fond de l'océan en une seule fois, probablement en l'espace de quelques jours. D'après ce que nous avons pu observer, nous savons qu'un phénomène de force colossale s'est produit au fond de l'océan il y a 65 millions d'années.
Tout nous porte à penser qu'il s'agit d'un tsunami. Un tsunami d'une puissance exceptionnelle qui a totalement détruit l'équilibre des milieux marins, balayé les côtes et transformé l'océan en une vaste étendue d'eau trouble. On trouve d'autres couches comme celle-ci, dues vraisemblablement à un tsunami, ailleurs qu'à Cuba, et notamment dans certaines régions situées autour du golfe du Mexique. Dans la péninsule du Yucatan, on a découvert un cratère dû de toute évidence à la chute d'un météore. Les recherches ont mis en évidence la taille exceptionnelle de ce cratère, 200 km de diamètre. Il y a 65 millions d'années, la péninsule du Yucatan se trouvait au fond de l'océan. Aussi, l'impact du météore à cet endroit fut à l'origine d'un énorme tsunami. Mais à quoi ressemblait ce tsunami exactement? Le docteur Matsui de l'université de Tokyo et le docteur Imamura de l'université de Tohoku ont travaillé ensemble pour recréer, à l'aide de moyens informatiques, ce gigantesque tsunami qui changea la face du monde. Un météore géant de 10 km de diamètre heurte la Terre à la vitesse extraordinaire de 30 km par seconde. Les eaux s'engouffrent aussitôt dans la dépression creusée par le météore. Elle donne naissance à une onde concentrique qui se propage à la surface des océans. D'après le docteur Matsui et le docteur Imamura, cela aurait donné naissance à un gigantesque tsunami de 100 mètres de haut et de 800 km de long. Pour comprendre comment s'est propagé le tsunami, le docteur Matsui et ses collègues ont simulé ce qui s'était passé il y a 65 millions d'années en recréant la topographie des continents et des océans telle qu'elle existait alors. Le tsunami se forme à 1500 km au sud de l'endroit où se trouvait alors le continent nord-américain. Il se propage à une vitesse de 600 km/h. En 3 heures, le tsunami atteint les côtes sud de l'Amérique du Nord. La hauteur des vagues est alors de plus de 300 mètres. Sur Terre, l'impact du météore a projeté des fragments de roches en feu en tous sens, donnant naissance à des incendies. Les forêts sont déjà la proie des flammes. Le ciel est obscurci par d'épais nuages de poussière qui s'élèvent dans les airs. L'eau se retire rapidement des côtes, découvrant le fond de la mer. Un raz de marée prend forme. C'est le tsunami. En approchant des côtes et des hauts fonds, il prend de plus en plus de hauteur. Le déplacement d'énormes masses d'air, dû à l'avancée de ce gigantesque mur d'eau, entraîne de violentes rafales de vent à la surface de la Terre. Et puis soudain, alors que le tsunami atteint une hauteur de 300 mètres, il se brise et vient rouler sur le rivage, détruisant tout sur son passage. Aussi destructeur qu'une immense inondation, il engloutit les forêts, noie les dinosaures et poursuit sa route vers l'intérieur des terres. D'après le docteur Matsui et ses collègues, le tsunami est d'une telle force que sa course ne s'achèvera qu'à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. L'impact est tellement puissant que ses effets se font sentir jusqu'à l'autre bout de l'Atlantique,
entraînant la formation d'une série de tsunamis de plusieurs dizaines de mètres de haut aux abords des côtes d'Europe et d'Afrique. Le tsunami, qui à l'ouest se propage vers l'océan Pacifique, atteint les rives du continent eurasien avec des vagues de près de 10 mètres de haut. Véritable catastrophe naturelle, ce gigantesque tsunami, qui, il y a 65 millions d'années, recouvrit notre planète, a eu des effets dévastateurs sur la flore et la faune du littoral et a entraîné de terribles dégâts à la surface de la Terre. Mais vagues et marées n'ont pas toujours un effet aussi destructeur. Elles ont même un effet tout à fait bénéfique sur les organismes vivants. Les côtes rocheuses de Californie, constamment balayées par les marées, abritent une forêt de varechs géants. Le varech géant, qui peut mesurer jusqu'à 60 mètres de long, est la plus grande algue marine au monde. Cette forêt de varechs géants abrite et nourrit un nombre considérable d'organismes vivants. On dénombre en effet plus de 200 espèces de poissons, de nombreuses variétés de crustacés, de crevettes, de crabes, ainsi que des mammifères marins de taille plus conséquente comme les loutres de mer, les otaries, les phoques. On a découvert que l'énergie des vagues jouait un rôle déterminant dans la survie du varech géant. Grâce à la surface de ses longs thalles, le varech absorbe quantité de nutriments marins. Et cette absorption, essentielle à sa survie, ne pourrait se faire sans l'aide des vagues. Le docteur Valérie Gérard de l'Université d'État de New York a mené une expérience pour voir de quelle manière le mouvement de l'eau pouvait influer sur la capacité du varech géant à absorber les nutriments. Elle immergea une algue dans un bassin et fit varier la vitesse de déplacement de l'eau du bassin pour voir quelle quantité de nutriments était absorbée par le varech. On découvrit alors que plus le mouvement de l'eau était important, plus le varech absorbait de nutriments. Une expérience similaire, menée au large des côtes californiennes, prouva que les vagues océaniques produisaient justement le mouvement qui permettait la meilleure absorption des nutriments par le varech. En agitant perpétuellement l'eau de mer, les vagues des océans garantissent en effet aux thalles du varech un apport constant de nutriments. S'il n'y avait pas de vagues à la surface des océans, les océans, ou du moins les côtes, seraient totalement différents de ce que nous connaissons. On perdrait quantité d'espèces d'algues, ainsi qu'un nombre considérable d'espèces animales, car les vagues sont nécessaires à la survie de nombreux animaux. Les vagues sont très importantes, c'est évident, mais de toute façon, je ne vois pas comment on peut imaginer un océan sans vagues. Le mouvement des vagues crée des remous qui agitent l'eau et permettent non seulement d'alimenter le varech en nutriments, mais aussi d'apporter en abondance oxygène et nourriture aux animaux marins. Les zones côtières ne représentent que 1% de la surface totale des océans de notre planète. Pourtant, plus de la moitié des espèces marines se regroupent aux abords des côtes. Les vagues sont indispensables à tout ce qui vit dans la mer. Aux humains, le doux ressac des vagues apporte aussi bien-être et réconfort. Ainsi, se sert-on pour un usage thérapeutique des plages où viennent rouler ces vagues bienfaitrices. C'est sur cette plage bretonne qu'est né il y a environ un siècle l'un des premiers instituts de thalassothérapie de France.
Il existe en France près de 50 centres de thalassothérapie où viennent se ressourcer chaque année des hommes et des femmes victimes du stress de la vie urbaine. L'un des traitements proposés par la thalassothérapie repose essentiellement sur des exercices de respiration et de mouvement du corps qui se font sur la plage. L'environnement balnéaire est connu pour son effet relaxant sur le corps et l'esprit, et les patients sont nombreux à choisir ce traitement. On pense que les bords de mer sont bénéfiques à cause des embruns. Lorsque les vagues se brisent sur la grève, le sel contenu dans l'eau de mer est ionisé et relâché dans l'atmosphère en quantité importante. D'après les thérapeutes, les ions apportés par les vagues stimulent et régénèrent tout le système respiratoire quand on respire profondément. Le bercement des vagues qui vont et viennent repose l'esprit et le corps. Les vagues également, on le constate ici, ont une rythmicité, un caractère tout à fait relaxant par cette rythmicité, cette façon d'exprimer une respiration entre guillemets qui rappelle notamment la respiration de l'individu et qui ressemble fortement. Tout ceci est très sédatif et très relaxant chez des sujets notamment stressés que nous voyons actuellement, notamment les sujets des grandes villes. Il existe d'autres phénomènes marins que nous connaissons bien, les marées. Pour certains animaux, le mouvement des marées joue un rôle primordial. Le golfe de Californie, à l'ouest du Mexique, est le théâtre d'un surprenant spectacle qui se déroule sur les plages de janvier à mai. 3 jours après la grande marée d'équinoxe de printemps, les oiseaux commencent à donner des signes d'agitation. L'eau devient étrangement tumultueuse. Très vite, l'activité devient fébrile. Des centaines de poissons se précipitent vers la côte. Ce poisson d'environ 20 cm de long, la capucette de Californie, appartient à la famille des prêtres. Les capucettes sont tellement nombreuses qu'elles recouvrent bientôt la plage sur 200 mètres de long et 5 mètres de large. C'est pour pondre que les capucettes sont sorties de l'eau. Avec la queue, les femelles font des trous dans le sable et y déposent leurs œufs. D'après le docteur Donald Thompson de l'Université de l'Arizona, les capucettes se servent du rythme régulier des marées pour protéger leurs œufs des prédateurs. Après la grande marée de printemps, le coefficient des marées diminue, ce qui met les œufs des capucettes à l'abri des vagues. Les œufs, qui ne courent désormais plus aucun risque d'être emportés par la marée, restent enfouis dans le sable jusqu'à leur éclosion. Elles ne sont pas obligées de pondre des milliers d'œufs. La plupart des poissons d'eau de mer doivent pondre des milliers d'œufs pour faire face à un taux de mortalité extrêmement élevé.
Les leurs sont tellement bien enfouies dans le sable qu'elles n'ont pas besoin d'en pondre plus de quelques centaines. Et mis à part les quelques oiseaux qui les pêchent au moment de la ponte, elles n'ont que très peu de prédateurs. Une dizaine de jours après la ponte, une nouvelle marée de printemps déferle sur les côtes. La marée montante recouvre bientôt la zone de frais des Capucettes. Les vagues se brisent sur la grève et emportent le sable qui abritait les œufs. Sous l'effet des vagues, tous les œufs se mettent à éclore et les petites capucettes retournent à la mer. Les capucettes ne sont pas les seules à tirer aussi intelligemment parti du rythme régulier des marées pour survivre. Ce mouvement périodique des marées est dû aux forces d'attraction gravitationnelle que la Lune et le Soleil exercent sur la Terre en rotation. L'eau des océans, attirée par la gravité, se soulève sur les côtés de notre planète. La distance entre deux crêtes correspond à la longueur d'onde de la marée. Cette longueur, théoriquement égale à la moitié de la circonférence de la Terre, est en fait beaucoup moins importante en raison des masses terrestres. Elle atteint malgré tout plus de 1000 km. La hauteur de cette onde, elle, n'est que de quelques dizaines de centimètres. Elle a donc une amplitude très faible. Les marées sont parfois à l'origine de phénomènes bien étranges. La baie de Fundy, située sur la côte est du Canada, s'enfonce dans les terres sur près de 300 km. Voici un petit port de pêche situé au fond de la baie de Fundy. Grâce à une série de photos prises à intervalles réguliers, nous voyons maintenant à quoi ressemble ce petit port au fil de la marée. En l'espace de 6 heures, le port est totalement à sec. Ici, la différence entre le niveau de la mer à marée haute et celui à marée basse atteint plus de 16 mètres. Jamais, en aucun autre endroit du monde, on enregistre une telle amplitude de marée. Quand la marée monte, la mer recouvre rapidement la grève. Mais puisque la hauteur de l'onde marée n'est que de quelques dizaines de centimètres, comment peut-elle entraîner des marées d'amplitude aussi forte? Examinons ce phénomène. L'onde marée approche des côtes. Quand la crête de l'onde touche la côte, le niveau de la mer est à son plus haut. C'est la marée haute. Puis l'onde marée poursuit sa route. Quand le creux de l'onde atteint à son tour le littoral, c'est la marée basse. Mais le phénomène se complique car l'onde marée, en déferlant sur les côtes, entraîne la formation d'une autre onde, l'onde réfléchie, qui se trouve, elle, rejetée vers le large. La combinaison de ces deux ondes, celle qui se dirige vers la côte et celle qui en revient, en forme une troisième, entraînant d'importantes variations du niveau de la mer. Comme cette onde réfléchie varie en fonction des topographies côtières, la marée est différente d'un endroit à l'autre du globe. La baie de Fundy doit à sa configuration de connaître les plus hautes marées du monde. En effet, la baie s'enfonce dans les terres sur près de 300 km. En cette partie du monde, l'onde marée est de 1200 km de long, soit 4 fois exactement la profondeur de la baie de Fundy. Voilà pourquoi cette baie est le théâtre de marées d'amplitude aussi forte. Imaginons à présent que cette boîte transparente soit la baie de Fundy. Nous y faisons pénétrer une onde marée d'une longueur 4 fois supérieure à celle de la boîte. Observons le mouvement de l'eau à la surface de notre récipient.
de peu d'amplitude à l'entrée de la boîte, l'oscillation du niveau de l'eau est nettement plus marquée dans le fond. La marée haute correspond au moment où le niveau de l'eau est le plus élevé et la marée basse à celui où le niveau de l'eau est le plus bas. C'est exactement ce qui se passe dans la baie de Fundy. La longueur de la baie correspond exactement à un quart de la longueur de l'onde marée. Et donc, les marées qui s'y déroulent sont les plus hautes du monde. L'onde marée est elle aussi une forme de vague, et c'est pour cette raison qu'un tel phénomène peut survenir. Dans la baie de Fundy, l'estran, la partie du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers, s'étend sur plus de 1000 km². Au fond de la baie, non seulement le port, mais la mer tout entière se retrouve totalement asséchée à chaque marée de mortaux. D'après le docteur Graham Daborn, qui étudie les organismes de l'estran, ces vastes étendues côtières jouent un rôle écologique extrêmement important. Ils servent en particulier à nettoyer les grèves des polluants que l'homme déverse dans les océans et à purifier l'eau de mer. C'est une baie qui s'étend à perte de vue, entourée de terrains cultivés et d'habitations et où se déposent quantité de nutriments. Partout où un tel phénomène se produit, on voit apparaître un milieu extrêmement riche et productif. Le problème, quand on a trop de nutriments, c'est que la végétation a tendance à pourrir. L'oxygène est entièrement absorbé et le milieu devient incapable de se régénérer. Mais les vagues, justement, en agitant l'eau, font que les méfaits de l'homme sur la nature sont ici moins importants qu'ailleurs. D'une certaine manière, on peut dire que les vagues nous aident à garder la nature propre. Sous forme d'eau usée et d'eau d'irrigation, l'homme déverse quantité de polluants dans les rivières et dans la baie. Mais certains de ces polluants servent en fait de nutriments aux organismes qui vivent dans les vasières du littoral. Mais quand ces nutriments deviennent trop abondants, ils entraînent une forte prolifération du plancton et l'apparition d'eau colorée qui témoigne d'une détérioration des eaux de la baie. Heureusement, l'estran et la multitude d'organismes qui y vivent empêchent l'apparition de ce déséquilibre. Dans ces immenses vasières se développent d'innombrables bivalves, des mollusques qui offrent la particularité de nettoyer l'eau de mer. L'expérience qui va suivre permet précisément d'observer le travail de ces mollusques. Regardez ce qui se passe lorsque l'on dépose par exemple des praires au fond d'un aquarium rempli d'une eau à forte teneur en plancton. Les praires se mettent à aspirer l'eau dont elles filtrent le plancton. Une heure plus tard, l'eau est parfaitement claire. Il ne reste plus un seul micro-organisme planctonique. Quand la marée descend, elle entraîne vers le large cette eau de mer redevenue claire et débarrassée du plancton qu'elle contenait. D'après le docteur Daborn, il existe en dehors des bivalves des centaines d'autres organismes qui participent à ce processus d'épuration de l'eau. Certains organismes se nourrissent des excréments des praires. Cette crevette de vase mesure 5 mm de long. On en dénombre des milliers par mètre carré de sable. Les polluants déposés dans la baie ne gagnent que très rarement la pleine mer. Ils sont en fait recyclés par les organismes qui vivent sur l'estran. À marée basse, des milliers d'oiseaux migrateurs se rassemblent sur ces immenses vasières et se nourrissent des organismes qu'ils trouvent dans le sable. Ainsi, les polluants déversés par l'homme alimentent les micro-organismes qui servent à leur tour de nourriture aux oiseaux migrateurs.
À l'échelle de la planète, les estrans représentent plusieurs dizaines de millions d'hectares. Selon une étude japonaise, 1000 hectares d'estrans suffisent à épurer les eaux usées déversées par 100 000 personnes. L'estran permet en fait de limiter l'effet de la pollution sur l'environnement. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années, suivie de près par les océans. On suppose aujourd'hui que la naissance des premiers organismes marins remonte à 4 milliards d'années. La vie serait d'abord apparue près du littoral. Ce bouillonnement d'écume, qui se forme à l'endroit où les vagues se brisent sur la côte, aurait emprisonné diverses substances qui seraient à l'origine même de la vie. Sans les vagues, il n'y aurait peut-être jamais eu de vie. La puissance des vagues a parfois des conséquences désastreuses pour l'homme. Mais leur énergie est source de vie pour la faune et la flore. Une vie foisonnante et d'une richesse infinie.